le journal. À la une de l'actualité, reconstruire en mieux vers un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable. C'est sur cette thématique que la communauté internationale commémore ce 3 décembre la Journée mondiale des personnes handicapées. Objectif, favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées. Ouverture demain à Libreville de la 2e session plénière ordinaire du Conseil national de la démocratie. Le but de cette rencontre est de permettre à la classe politique nationale d'échanger sur les problèmes de la nation. Améliorer l'accès des ménages et des industries à l'énergie électrique et à l'eau potable. Ce sujet a fait l'objet d'une séance de travail aujourd'hui entre les ministres d'État à l'énergie et à l'eau, les représentants de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale et les entreprises adjudicataires à l'occasion du lancement du projet à eau et électricité. Puis, 40 agents des eaux et forêts viennent d'être formés sur les principes, critères ainsi que les types de certification internationale. C'était dans le cadre d'un partenariat et accord de coopération entre le FSC et le ministère des eaux et forêts. Voilà pour l'architecture de cette édition d'information. Bonsoir, merci de choisir Radio Gabon pour vous informer. Une présentation de Fabien Guillaume-Kemville. En ouverture de ce journal, le président de la République a reçu en audience ce matin au palais de la présidence le nonce apostolique, représentant spécial du souverain pontife au Gabon, qu'accompagnait l'archevêque de Libreville. Objectif, s'entretenir sur la coopération entre le Gabon et le Vatican. Les précisions avec Aline Zila. Introduit au cabinet du chef de l'État Ali Bongo Ondimba par l'archevêque de Libreville, Francisco Escalante Molina est venu présenter ses civilités et renouveler son engagement dans la relation Église-gouvernement. Le numéro 1 gabonais et son hôte ont également échangé sur la bonne collaboration entre l'État gabonais et le Saint-Siège. Monseigneur Francisco Escalante Molina, nonce apostolique représentant spécial du souverain pontife. On a évoqué les bonnes relations qui existent entre les Saint-Siège et l'État gabonais et on a réaffirmé encore la volonté du Saint-Père et de Monsieur le Président de continuer dans cette bonne relation et encore d'étudier d'autres domaines de collaboration dans le domaine de la santé, de l'éducation et d'autres choses dans lesquelles on peut travailler toujours ensemble en faveur de la population des citoyens, des catholiques. Nous sommes tous les mêmes. C'était ça les sujets les plus importants qu'on a évoqués pendant l'audience que M. le Président nous a accordé aujourd'hui, à moi-même et à l'archevêque de Libreville, Monseigneur Ibaba. D'origine vénézuélienne, le responsable de la diplomatie pontificale assure l'annonciature au Gabon depuis 2016. À noter que le Gabon et le Saint-Siège sont étroitement liés par un accord cadre de coopération signé le 13 décembre 1997. Cet accord cadre porte sur plusieurs domaines dont l'éducation, la santé et l'assistance sociale. Le Premier ministre chef du gouvernement s'est entretenu ce matin et à la primature avec le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi. C'est dans le cadre du conseil de cabinet axé sur le plan de mise en œuvre des recommandations du forum de la fonction publique. Raymond Savou. Unième conseil de cabinet présidé par Rose Christiane Osuka Raponda, la chef du gouvernement. Dans la salle de travail à l'immeuble du 2 décembre, le ministre de la fonction publique, de l'emploi et du travail expose sur la stratégie de mise en œuvre des 31 recommandations sur les 144 issues du forum de la fonction publique retenu lors du conseil des ministres du 20 novembre 2020. Madeleine Baird. Nous avons évoqué ce qui concerne le volet de la fonction publique, tous les grands chantiers qui ont trait à la mise en œuvre du plan d'action 2020-2021 issu du forum de la fonction publique, la poursuite du plan de régularisation qui a été adopté, les axes de modernisation des outils de gestion des ressources humaines, la connexion entre les services de la SODE et des différents ministères pour maîtriser la masse salariale, les problématiques qui ont trait à l'ENA et à l'EPCA au niveau de la formation des hauts cadres de l'administration et des agents publics, la réforme du Code du travail qui est en cours au niveau du ministère et les étapes qui devraient nous permettre d'aller vers son adoption dans les prochains jours, après les concertations avec les partenaires. Et enfin, nous avons évoqué les problématiques de l'emploi
l'emploi avec les axes de l'Office national de l'emploi en mettant un accent particulier sur l'insertion professionnelle des jeunes et la capacité pour nous, l'État, de leur donner des emplois durables et puis d'essayer de capter le maximum d'opportunités d'emploi qui pourraient effectivement arriver à travers nos plans de construction dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des écoles ou dans le domaine de construction, et également inviter et adopter une nouvelle valorisation du segment de l'auto-emploi par des mécanismes de certification et surtout garantir que les jeunes Gabonais puissent effectivement avoir un emploi stable, durable, leur apportant dignité et sérénité. La poursuite des réformes dans l'administration gabonaise, une priorité pour les plus hautes autorités du pays. Ces innovations vont conduire à une amélioration significative des conditions de vie et de travail des Gabonais. À la suite avec cette communication de l'Assemblée nationale, le président de cette institution informe les députés que la commission de la planification, des affaires économiques, de la production et du développement procède ce jeudi 3 décembre 2020 à 11h30 à l'audition du ministre d'État, ministre de l'Intérieur sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 14 août 2020 portant réglementation des jeux de divertissement, d'argent et de hasard en République gabonaise. À cet effet, la présence des députés membres de la dite commission est vivement souhaitée. Séance de travail ce mercredi au siège de la LNPI entre le ministre d'État à l'eau et l'énergie et les représentants de la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et les entreprises adjudicataires pour le lancement du projet en eau et électricité. Objectif, améliorer l'accès des ménages et des industries à l'énergie électrique et à l'eau potable. Ido Nyami. Cette séance de travail entre le ministre de l'Énergie et les partenaires au développement était l'occasion de faire le point sur les questions d'accès à l'eau et à l'électricité, levier essentiel du développement. Alain-Claude Billié-Bizet, ministre d'État à l'énergie. Il s'agit de travaux très importants, que ce soit le programme PASMIR pour lequel l'État gabonais bénéficie de l'accompagnement de la Banque mondiale, le projet Piepal pour lequel nous sommes accompagnés par la BAD. Des sites ont été livrés s'agissant du programme eau avec la BAD pour le Grand Libreville. Les entreprises ont été retenues. Elles se sont engagées à débuter début du trimestre 2021. L'amélioration de l'accès des ménages, des industries à l'énergie électrique et à l'eau potable constitue un défi majeur, d'où l'intéressement des partenaires au développement. Robert Massambouko, représentant résident de la Banque africaine de développement, et Alice Ouedraogo, représentant résident de la Banque mondiale. Nous sommes déjà en phase d'implémentation, surtout pour ce qui s'agit de l'électrification. C'est un projet de 60 millions de dollars que nous espérons exécuter en tout cas dans les 2-3 années qui arrivent. Il est important pour nous que nous ayons un suivi très rapproché du gouvernement afin qu'on puisse vraiment impulser l'implémentation de ce projet. Aujourd'hui, nous avons reçu des entreprises adjudicataires l'engagement de démarrer les travaux en janvier 2021. Donc les populations de Libreville, du Grand Libreville, tout Makanda, Owendo, pourront enfin voir le début des travaux. Ces travaux d'amélioration du réseau énergétique national prévus démarrer en début d'année 2021 auront une durée comprise entre 20 et 32 mois. Le ministre des Transports a procédé ce mercredi à l'installation des promus du ministère des Transports lors du dernier Conseil des ministres. Il s'agit du directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et le président du conseil d'administration de la CENI. Ce dernier a présidé ce matin le conseil d'administration extraordinaire de la Compagnie nationale de la navigation intérieure et internationale. Retrouvons Raymond Savo. Le conseil d'administration extraordinaire de la C2NI, Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale, aura été l'occasion pour Pierre Soka, le PCA sortant, de dresser le bilan de sa gestion. Je me suis impliqué souvent dans d'abord l'organisation de l'entreprise, dans la relance de l'entreprise. Depuis 2009-2010, on a traversé des périodes difficiles. Nous avons acquis un certain nombre d'outils. Entre 2010 et 2013, nous avons acquis des bateaux. Nous avons acquis des équipements logistiques. Nous avons restructuré sur le plan juridique l'entreprise. Mais toutefois, vous savez qu'une fois qu'on achète des bateaux, une fois qu'on achète des équipements, il faut les entretenir.
Je crois que ce sont ces problèmes, cette faiblesse, de défaut, de manque d'entretien et des bateaux et des équipements qui a fait en sorte que l'entreprise ne puisse pas évoluer. Dans la foulée, son successeur Jacqueline Lekogo Libizangomo, nommé en Conseil des ministres du 20 novembre dernier et installé ce 2 décembre a pour challenge la relance des activités de cette entreprise parapublique fortement perturbée depuis plusieurs mois. C'est une marque de reconnaissance renouvelée du chef de l'État à l'égard de ma personne. S'il y a d'énormes difficultés, je ne pourrais pas faire de l'extraordinaire, mais si l'État accepte de nous aider, je pourrais en être capable. Autre promu de la dernière réunion ministérielle, le directeur général de l'ANAC. Installé puis renvoyé à l'exercice de ses fonctions, il mesure déjà le poids des responsabilités qui lui ont été confiées. Nadine Anato. Je sais que la tâche est lourde, la responsabilité est grande, les challenges sont nombreux. Mais je ne ménagerai aucun effort pour pouvoir mener à bien les missions qui me sont confiées aujourd'hui. Organiser, redynamiser les secteurs aériens et maritimes au Gabon, voilà entre autres à quoi doivent s'atteler les promus. La session spéciale du FECOM, établissement d'assistance communautaire, vient de tenir dans la zone des 3 frontières Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale, la 11e édition de la FROTAC, dénommée Commune frontalière du Sud et intercommunauté, opportunité de financement et de développement. L'offre Pakita de Leboumabika. Le Gabon, représenté par son ministre de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires, vient de prendre part aux manifestations de la 11e édition de la foire transfrontalière annuelle d'Afrique centrale. Placée sous le thème « Concrétiser le processus de la zone de libre-échange continentale africaine ». Le ministre Mathias Otunga Osibadio a décliné la vision du Gabon en matière de décentralisation. La décentralisation, c'est 2 choses. C'est l'aspect réglementaire et juridique des choses. C'est aussi l'aspect financier pour accompagner les structures. Sur l'aspect réglementaire et juridique, je note que le Cameroun se lance dans l'aventure régionale que le Gabon connaît déjà. Donc si le Cameroun est demandeur, le Gabon pourrait exposer sur l'expérience de la région. Sur le plan de financement, le Cameroun dispose d'un outil qui a fait ses preuves, c'est le FEICOM. Et nous, Gabonais, nous sommes désireux d'accorder nos violons avec nos frères camerounais. Le FEICOM, Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, est une administration camerounaise chargée du développement local. Cet établissement assiste les communautés en leur octroyant des prêts. Dans cet élan, le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale entendent dynamiser leur coopération en matière de décentralisation. Jean-Aloïs Biloé, gouverneur de la région Sud-Cameroun. Il était question d'aborder la question des projets générateurs de revenus. Comment les financer au niveau des communes, comment mobiliser, disons, les ressources, notamment auprès du FECOM. Nous avons également pu aborder les questions qui concernent l'intercommunalité. Comment est-ce que les communes peuvent travailler entre elles pour mettre en place des projets communs, pour mutualiser leurs efforts. Et également, c'est de voir comment est-ce que la coopération décentralisée peut permettre le rapprochement entre des communes qui sont voisines, mais qui sont séparées par une frontière. Cette synergie Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale repose au principe de la ZELCAF, celui du renforcement de l'intégration économique du continent afin de prioriser le commerce intra-africain en général. Dans le cadre du partenariat et accord de coopération entre le FSC et le ministère des Eaux et Forêts du Gabon, 40 agents des Eaux et Forêts ont été formés sur les principes et critères ainsi que les types de certification internationale. Un reportage d'Ahmad Farlan Benievaka. Gérer les ressources forestières en optimisant les meilleures pratiques, Libreville veut d'une gestion responsable des activités de la forêt et d'une traçabilité de ses produits bois. Objectif, obliger tous les exploitants à être en phase avec la législation sur la certification. Docteur Ghislain Moussavou, directeur général des forêts. L'avantage d'une norme comme FSC est qu'elle permet de garantir sur les marchés internationaux, américains, européens, asiatiques, que les normes que nous avons mises dans notre code forestier et qui sont de fait respectées par les forestiers, donc cette norme FSC à l'international va parler pour nous, en confirmant que nous respectons très bien
nos propres normes et nous respectons également les normes internationales. Dans le cadre d'un accord de coopération, le Forest Stewardship Council forme les agents du ministère des Eaux et Forêts pour s'imprégner des normes FSC. William Lawir, responsable des normes FSC Afrique. Il y a des exigences, des critères sur le respect des droits des travailleurs, il y a des exigences sur le respect des droits des peuples autochtones et des communautés locales, il y a des exigences sur l'atténuation des impacts négatifs des activités de l'exploitation forestière. Organisation indépendante non gouvernementale à but non lucratif, le FSC encourage une gestion forestière écologiquement adaptée, socialement bénéfique et économiquement viable des forêts. Pour mettre un terme aux pratiques mafieuses dans le secteur du bois et faire en sorte que les forêts soient durablement exploitées, les autorités gabonaises vont désormais exiger des compagnies forestières qu'elles certifient leurs exploitations. Elles ont jusqu'en 2022 pour s'y conformer. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce jeudi 3 décembre 2020 la journée mondiale des personnes handicapées. Le thème retenu pour cette édition 2020 est « Reconstruire en mieux vers un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable ». Gaël Mbimbo Koko. L'inclusion du handicap est un aspect essentiel du respect des droits humains, du développement durable, de la paix et de la sécurité. Elle est essentielle à la promesse inscrite dans le programme du développement durable à l'horizon 2030, à savoir ne laisser personne de côté. L'engagement pour la réalisation des droits des personnes handicapées n'est pas seulement une question de justice, mais un investissement dans notre avenir commun. Creusant les inégalités et relevant l'ampleur de l'exclusion, la crise mondiale liée à la Covid-19 montre combien l'inclusion du handicap est indispensable. Au nombre des milliards, les personnes en situation de handicap forment l'un des groupes les plus exclus de la société et comptent parmi les plus durement touchés par la crise actuelle en termes de décès. Même en temps normal, elles ont un accès moindre que quiconque aux soins de santé, à l'éducation, à l'emploi ou à la vie sociale. Elles sont exposées à un risque élevé de pauvreté, de violence, de négligence ou d'atteinte et sont au nombre des personnes les plus marginalisées dans des communautés touchées par la crise. Comme elles subissent de façon disproportionnée les incidences directes ou indirectes de la pandémie du coronavirus. En tenant compte du handicap, la riposte et la relance serviront mieux l'intérêt commun car elles freineront de façon plus systématique la propagation du virus et permettront de reconstruire sur des bases meilleures. Cette année, la Journée internationale des personnes handicapées a lieu durant la 13e conférence des États partis à la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui se tient du 30 novembre au 3 décembre 2020. C'est depuis 1992 que la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre à travers le monde. Elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Les agents de la Direction générale de l'économie sociale à l'école du savoir, dès ce jeudi à Libreville, ils renforcent leurs capacités opérationnelles en matière de suivi et d'accompagnement des entreprises de l'économie sociale et solidaire en vue d'un rendement professionnel plus performant. La présentation de cette rencontre avec Arnaud Ondou-Ngozo. Le 10 séminaire de renforcement des capacités est placé sous le thème « Les outils nécessaires pour le conseil et l'accompagnement des entreprises dans leur processus de développement ». Il sera animé par un expert choisi dans le cadre d'un partenariat public-privé et s'articulera autour de 6 modules élaborés par l'expert et validés par la Direction générale de l'économie sociale. Des objectifs spécifiques sont assignés à cette rencontre, à savoir renforcer les capacités de 30 agents publics de la Direction générale de l'économie sociale dans le domaine de la gestion administrative, comptable et financière et renforcer les capacités de 30 agents publics dans la maîtrise des opérations de montage, des projets et de recherche et des financements afin d'y retenir 15 experts supplémentaires. Outre le mot du directeur général de l'économie sociale, l'atelier sera marqué par l'allocution circonstancielle du secrétaire général adjoint du ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises et de l'industrie. Les travaux se dérouleront dans le strict respect des mesures barrières de lutte contre la Covid-19 et seront sanctionnés par la remise des attestations de participation et d'un kit sur les modules de formation.
La deuxième session plénière ordinaire du Conseil national de la démocratie se tient ce jeudi 3 décembre 2020 à Libreville. La présente manifestation sera rehaussée par la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Rose Christian Osuka Raponda. Objectif, permettre à la classe politique nationale d'échanger sur les problèmes de la nation. À ce sujet, écoutons Martin Bou-Dzanga, chargé de la communication, sur les enjeux de cette plénière. Il est au micro de Jeanne Samba. Le véritable enjeu de cette plénière, c'est d'abord la pérennisation du débat démocratique au sein de notre institution. C'est une institution qui permet à la classe politique de réguler en son sein la démocratie dans notre pays, au lieu que les problèmes politiques, on les parle seulement dans la rue ou alors dans les journaux. C'est un cadre, c'est un banja de chez nous, au cours duquel, lorsqu'il y a des problèmes qui se posent, les différents conseillers membres doivent s'asseoir pour discuter de tous ces problèmes-là en leur sein, afin de faire des propositions ou des avis au gouvernement ou alors aux autorités compétentes pour la prise en compte de ces différents avis, parce que ça fait partie de la bonne marche du pays. Ce sont les conseillers membres de cette institution qui vont élaborer et adopter l'ordre du jour. Il faut retenir qu'il va falloir que des experts viennent édifier les différents conseillers membres de la bonne marche de l'institution. Les différents problèmes que traverse la nation seront certainement vus par les conseillers membres pour que des propositions concrètes soient faites. Vous serez édifiés lorsque l'ordre du jour sera adopté par les conseillers membres du Conseil national de la démocratie. Aujourd'hui, il y a 76 partis politiques. Nous n'avons pas encore enregistré, depuis les différentes sessions plénières passées, beaucoup d'absences. La classe politique gabonaise est soucieuse du développement de la démocratie dans ce pays. Et c'est pour ça que lors des différentes sessions, nous avons pratiquement eu la totalité des conseillers membres. Donc des 76 partis politiques, nous osons espérer et nous sommes sereins, ils seront là. Dans le cadre de la 33e célébration de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, les agents de la radio et de la télévision gabonaise de la maison Georges Rahuri ont eu le droit à des messages de sensibilisation et des séances de dépistage par une équipe du programme national de lutte contre les IST et VIH-Sida. Sous le sceau de la décentralisation de la prise en charge par les CTA, les structures de santé vont également prendre en charge les personnes dépistées séropositives. Les détails avec Issa Steve Mofani. Parti pour se tenir un mois durant les activités de sensibilisation et de dépistage du VIH-Sida menées par le Programme national de lutte contre les IST et le VIH, venu sensibiliser et dépister les agents de la maison Georges Rahuri. Dr Alexandre Okuni de Ménilt, médecin-chef de département appui médico-social au PN-List. Le VIH est toujours parmi nous, fait des dégâts. Il y a des morts à travers le monde qui sont comptés par millions. Le message, c'est toujours pour attirer l'attention des uns. Le sida n'est pas une affaire de l'autre. Le sida est l'affaire de tous. Chacun de nous est concerné par la maladie. Le sida aujourd'hui n'est plus un tabou. Ce n'est pas une maladie de la honte. Il faut sensibiliser, il faut démystifier la pandémie. S'il y a 20-30 ans en arrière, c'était une maladie qui était considérée comme la maladie de la honte. Aujourd'hui, on doit savoir que le sida est une maladie, est une affection de longue durée. Les personnes dépistées séropositives font toujours l'objet de stigmatisation. Et les médicaments ont été trouvés. Il y a des efforts qui ont été faits dans la recherche. Donc, quand quelqu'un est séropositif, qu'il se présente dans les services spécialisés, dans les services de prise en charge, l'autre message fort, c'est que le sida ne doit plus être traité comme une maladie qui a ses centres de prise en charge. Nous trouvons ça comme une forme de stigmatisation, c'est une forme de discrimination. Le sida doit être pris en charge dans toutes les structures de prise en charge de maladies. L'innovation de cette célébration, la prise en charge du VIH-Sida ne va plus être du seul ressort des centres de traitement ambulatoires. Toutes les structures de santé vont désormais prendre cette responsabilité pour désengorger les centres traditionnels. Nous allons pas délocaliser, mais décentraliser la prise en charge du VIH-Sida. Immédiatement, c'est dépistage, traitement. Et c'est ce qu'on veut faire sur toute l'étendue du territoire. La responsabilité et l'effort de tous pour la lutte contre le sida et les IST, c'est le thème national de l'édition 2020 de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Sur cette actualité, le chef-lieu de la province de l'Anyanga n'est pas resté en marge de cette célébration. Annie Florndembi, depuis Chibanga.
Comme chaque année, l'événement relatif à la Journée mondiale de lutte contre le sida a été célébré sous un contexte particulier marqué par la Covid-19. Coronavirus, oui, mais à côté, il y a la pandémie du sida qui est toujours d'actualité et dont les efforts de tous sont attendus pour une lutte efficace. Le thème national interpelle chacun d'ailleurs. C'est donc autour de cette thématique que les activités ont été menées à Tchibonga, particulièrement au secteur 5 où est basé le siège du sida. Là-bas, les tests de dépistage volontaires anonymes et gratuits ont eu lieu toute la journée et ont vu la participation d'une quarantaine de personnes, hommes et femmes, venus accomplir un acte responsable qui permet d'être fixé sur son état de santé. La santé qui, dit-on, n'a pas de prix. L'on déplore pour cette année le manque de préservatifs sollicité par plusieurs personnes. Selon les informations reçues des sources sûres, cette année, la journée mondiale va se dérouler tout le long du mois en cours et là, on espère que les préservatifs seront disponibles dans les semaines à venir, car ne peut aller en guerre que celui qui possède une arme et des munitions. À noter qu'un programme sera établi durant cette période au comité multisectoriel de lutte contre le sida pour la poursuite des activités relatives à la dite journée. De Tchibonga pour Radio Gabon, la référence Annie Flandemut. Dans le cadre des rendez-vous hebdomadaires avec la rédaction de Radio Gabon, l'émission Gabon Eco reçoit ce jeudi 3 décembre 2020 à 10h05 Aurélien Ndemezo, entrepreneur et manager de projet. Avec lui, il sera question de développer la gestion de projet, qui est l'ensemble des activités visant à organiser le bon déroulement d'un projet et à en atteindre les objectifs. Nous l'écoutons. La gestion de projet, c'est simplement des idées que les uns et les autres nous avons dans notre esprit, dans notre intérieur et que nous voulons mettre à matérialisation. C'est d'abord ça, une idée. C'est toute pensée, toute vision que nous voulons mettre en réalisation. Et dès qu'on a une idée ou une pensée ou une vision, à ce moment, on doit faire appel à ce qu'on appelle la gestion d'un projet, donc de passer de l'idée au projet. Dès que tu as déjà eu ton idée, il faut donc passer à la matérialisation. En ce moment, comme je disais tantôt, on parle de management du projet. L'idée ne reste plus une idée, mais elle passe à une idée de projet. Et donc, lorsqu'on arrive à une idée de projet, il y a donc ce qu'on appelle un process. Le process, ce sont donc les différents éléments, les différentes composantes qui vont nous permettre de rendre cette idée crédible, réalisable et atteindre les objectifs qu'on se fixe. Et là, à ce niveau, il y a un process qui est simple et qui doit être basique pour tout individu, quelle que soit la taille de son idée, quelle que soit la taille de son organisation. Et ce principe repose sur 4 points essentiels qui sont la planification, l'organisation, le contrôle et le management. La page de sport de cette édition d'information et une page de sport que nous ouvrons avec l'Assemblée générale élective de la Fédération gabonaise de basketball qui va se tenir le 19 décembre prochain. L'un des candidats à la présidence de la dite fédération, Tim Remanda, a déposé sa candidature ce matin à son siège. Ulrich Koupangoy. Tim Remanda est candidat à la présidence de la Fédération gabonaise de basketball. L'ancien trésorier général du bureau sortant a confirmé sa candidature et compte poursuivre l'œuvre de son prédécesseur. Il croit en sa victoire lors de l'Assemblée générale élective de la dite fédération qui va se tenir le 19 décembre prochain. Tim Remanda. C'est une candidature que nous avons mûrie depuis pratiquement 4 ans. Lorsque nous sommes arrivés dans ce bureau, l'idée c'était d'aller avec le président Eva pour apprendre les mécanismes et l'administration, comment fonctionne une fédération. Nous avons vu, nous avons appris et il était temps de matérialiser donc ce projet en me présentant à la candidature du président de la Fédération gabonaise de basketball. Le président du club NABA entend relancer le basketball gabonais par la formation, l'autonomisation des clubs et l'émulation de la discipline. L'idée ici, c'est de retourner à la base. En 2021, le Gabon n'est pas en compétition. Nous ne sommes qualifiés à aucune compétition internationale, même pas régionale. Donc là, nous avons la possibilité de tout reprendre à zéro et de repartir sur des nouvelles bases pour qu'en 2024, nous ayons des équipes nationales, que ce soit en masculin, en féminin et peut-être en 3x3, pourquoi pas, compétitives. Un retour à la base, la formation des dirigeants, des animateurs, des jeunes, des arbitres.
Tim Remanda aura pour adversaire lors de cette assemblée générale élective Willy Conrad Aseko, président de la Kaobel Back League, qui a également déposé sa candidature à la Fédération gabonaise de basketball. De l'athlétisme, initialement prévu le 5 et 6 décembre 2020, la 8e édition du marathon du Gabon n'aura pas lieu cette année. Une décision prise par les organisateurs de cette compétition internationale à cause du Covid-19. Écoutons Waris Fatombi Moulenda, le porte-parole du comité d'organisation du marathon du Gabon. Il donne les raisons du report et rassure les coureurs de la tenue de l'édition 2021. Le marathon du Gabon est une course populaire qui chaque année réunit de plus en plus de monde. Les autorités de notre pays ont interdit l'organisation d'événements populaires de plus de 30 personnes. Donc c'est partant de cela que nous nous sommes dit il est plus que nécessaire de reporter cette course pour pouvoir l'organiser dans les meilleures conditions. Je tiens par ailleurs à rassurer les amoureux de la course à pied que nous sommes en contact avec la Fédération internationale d'athlétisme, le ministère des Sports, l'Office national de développement du sport et de la culture, ainsi que tous nos partenaires, pouvoir proposer dès que possible un nouveau calendrier pour permettre l'organisation de cette course dans les meilleures conditions, conditionnée effectivement par la levée de la mesure qui interdit l'organisation d'événements de plus de 30 personnes. Nous venons de suivre Waris Fatombi Moulenda. Il a été joint au téléphone par David Magina. Du football, initialement prévu à Doha au Qatar, la finale de la Super Coupe d'Afrique 2019-2020 sera relocalisée au Caire en Égypte. La Renaissance sportive de Berkane, vainqueur de la Coupe de la CAF, va affronter le vainqueur de la Ligue des Champions Al Ahly d'Égypte le vendredi 18 décembre prochain. Après évaluation de leur calendrier, malgré le refus de la formation marocaine, les deux dernières éditions se sont disputées au Qatar. De la boxe, pour terminer, le boxeur professionnel gabonais Taylor Mabika affronte ce samedi à Varsovie le Polonais Michal Cieslak lors du gala Polsat Boxing Night 9, un combat qui promet d'être épique. Après 2 combats perdus récemment, la Panthère aura à cœur de renouer avec la victoire. Taylor Mabika totalise 19 victoires dont 10 par KO. Son adversaire possède à son actif 19 victoires dont 13 par KO. Bonne chance à notre compatriote. Merci Ulrich Koupangoy pour toutes ces informations sportives. Voilà l'auditeur de Radio Gabon, c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition d'information réalisée par Ahmad Farlan Benye Vaka, Gaël Mbimba Okoko. La mise en onde est assurée par Ulrich Elanka. Fabien Nguyo Kemvele, c'est moi. Merci de nous avoir reçus chez vous. À demain, même heure, à même fréquence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.